Bienvenue pour cette dernière table ronde de la journée consacrée à la rénovation énergétique. Je voulais d'abord remercier l'ensemble des participants à cette table ronde. L'objectif de ces 2 jours du meet-up annuel de la Green Tech, c'est de pouvoir soutenir les investisseurs, les entrepreneurs, les PME innovantes de la Green Tech française, en leur permettant d'accéder à des expertises de haut niveau à travers plus de 10 tables rondes échelonnées sur 2 jours, mais également de pouvoir prendre des rendez-vous d'affaires avec des investisseurs, des acheteurs publics, des grands groupes, ou bien discuter entre pairs. Donc, si vous êtes start-upper ou chef d'entreprise, une PME innovante et que vous êtes à la recherche de clients, n'hésitez pas sur l'onglet catalogue pour trouver de nouveaux partenaires et leur proposer un rendez-vous d'affaires. Plus de 1500 rendez-vous d'affaires sont déjà organisés pendant ces 2 jours, mais il reste encore des créneaux disponibles, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vais peut-être laisser la parole à Monsieur Huette, adjoint de la directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, qui va modérer cette table ronde. J'espère que Monsieur Masson pourra se connecter et nous rejoindre. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter, modérer cette table ronde qui concerne un des enjeux essentiels de la transition écologique, puisque, vous le savez tous, le secteur du bâtiment représente une part très importante de la consommation d'énergie en France. C'est environ 45% de l'énergie consommée et 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et au-delà du pur enjeu environnemental, il y a également un enjeu d'améliorer la qualité de vie des Français et leur pouvoir d'achat, notamment dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique. Sur ce point, on sait que sur un parc de 35 millions de logements, près de 5 millions de logements sont mal isolés et près de 700 000 ménages ont subi une intervention d'un fournisseur d'énergie en 2019 suite à des factures impayées d'énergie. Donc, c'est véritablement un enjeu qui est au croisement de l'environnemental et du social. Différentes initiatives ont été prises face à cet enjeu. Alors, il y avait déjà le plan de rénovation des bâtiments qui s'était fixé des objectifs ambitieux avec 500 000 rénovations énergétiques par an. Ensuite, il y a eu la loi énergie-climat en novembre 2018 qui est venue renforcer l'ambition avec une trajectoire qui visait à rénover l'ensemble des passoires thermiques d'ici 2028. Et puis, on a eu plus récemment la Convention citoyenne pour le climat. Bien entendu, vu l'importance du sujet, a fait des propositions qui vont encore au-delà en ne souhaitant, non seulement en faisant en sorte que les logements sortent du statut de passoire énergétique, mais soient rénovés globalement pour atteindre le niveau BBC, c'est-à-dire ce qui correspond à l'étiquette au moins B du DPE. Je complète ce tableau pour savoir dans quel espace on se situe avec les chantiers réglementaires qui sont en cours aussi pour soutenir cette impulsion. On pense bien sûr à un point très important sur l'information, c'est la fiabilisation du diagnostic de performance énergétique, un nouveau DPE donc qui sera complété par de nouvelles informations pour les occupants, qui sera plus lisible, plus fiable et qui entrera en vigueur au premier semestre 2021. Une ordonnance également qui précisera la notion des logements très énergivores, ce qu'on appelle les passoires. Début 2021 également calé sur les seuils du nouveau DPE dont je viens de parler, et puis l'intégration d'un critère de performance énergétique dans la définition du caractère décent d'un logement qui interviendra un peu plus tard, au 1er janvier 2023. Bien sûr, il n'y a pas que le secteur dans le secteur du logement que le gouvernement souhaite engager la transition énergétique, mais aussi celui des bâtiments tertiaires, puisque ces bâtiments représentent 1/3 des consommations énergétiques du secteur,
pour environ un quart des surfaces. Et il y a également des travaux pour les entreprises, l'attribution du signe de qualité reconnu garant pour l'environnement. Donc, on a vraiment des travaux à la fois législatifs, réglementaires, à tous les niveaux sur la rénovation énergétique. Ça me fait une transition assez naturelle également sur le plan de relance. Vous savez que c'est un axe très important du plan de relance avec un rehaussement de plus de 2 milliards d'euros sur les logements privés avec l'augmentation du budget du dispositif MaPrimeRénov'. On a également 4 milliards d'euros qui seront dédiés aux bâtiments publics. Et puis, je cite encore l'exemple des logements sociaux sur lesquels 500 millions d'euros seront dépensés dans les toutes prochaines années. Je complète le tableau avec la construction neuve. On sait que la rénovation de l'existant est une priorité, puisqu'on a 1% du parc qui est renouvelé tous les ans, donc avec des constructions neuves. Mais bon, en 2050, ça fera néanmoins 30% du parc qui aura été construit selon les standards actuels, et ceux qu'on est justement en train de construire, ce sont les standards de la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs, dont l'objectif de parution est fixé à début 2021 pour une entrée en vigueur au second semestre 2021. La table ronde aujourd'hui est consacrée à l'innovation. Donc on peut se poser la question de la place de l'innovation dans tout ça. Elle est très grande. Et il y a deux axes qu'on voit. C'est le premier d'entre eux, l'amélioration de l'information des particuliers sur la performance énergétique de leur logement, de leur consommation énergétique, l'ouverture des bases de données, la facilitation de l'échange d'informations. Il en sera question ce soir, mais on sait que des prototypes prometteurs de dispositifs d'information et de sensibilisation aux ménages aux consommations d'énergie ont été présentés, notamment à l'occasion d'un hackathon qui avait été organisé par le CGDD et la DGLN au mois de juin dernier. Et puis, un autre chantier que je voudrais citer, je ne vais pas tous les citer sur la question de l'information, c'est l'application de la directive efficacité énergétique qui s'est transposée dans la loi énergie-climat avec l'obligation des fournisseurs d'énergie de diffuser à leurs clients des relevés réguliers de leur consommation d'énergie. Deuxième pilier très important pour nous de l'innovation, c'est l'industrialisation des process de rénovation. On sait que sans ça, on n'arrivera pas à atteindre les objectifs de rénovation que nous nous sommes fixés. Et trois sujets qui nous paraissent intéressants sur cette industrialisation, c'est le passeport pour la rénovation énergétique, on aura l'occasion d'en reparler, le fait d'avoir une rénovation globale performante qui fait appel à des techniques réplicables de préfabrication, et puis encore l'action Réno Standard du programme Profil qui propose un procédé de rénovation énergétique industrialisé. Donc, encore une fois, avec une vocation de massification de la rénovation des maisons. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir les différents participants de ce panel. Alors, peut-être que Jean-Patrick Masson nous rejoindra très prochainement. Il est le vice-président transition écologique de Dijon Métropole. Mais nous avons dès à présent donc Jean-Luc Sadorge, qui est directeur général du pôle Fibre Énergie Vie et représentant de la Smart Energy Alliance, Damien Cuny, qui est CEO de Epiderm, et Olivia Salvazet, qui est ingénieur bâtiment au sein de l'ADEME. Et ma première question donc s'adresse à Monsieur Sadorge. Donc, on sait que le pôle Fibre Énergie Vie est le leader de la construction et de la rénovation énergétique. Et que un des raccourcis de la rénovation énergétique est de se focaliser sur les résultats, donc la réduction de la facture énergétique. Pourtant, on sait que la transition passe aussi par la manière dont cette rénovation est effectuée. Et on aimerait que vous puissiez nous expliquer ce qu'est une rénovation bas carbone et ce que peut apporter le numérique dans cette démarche.
Merci beaucoup. Donc, peut-être 2 mots du pôle de compétitivité. Le pôle Fibre Énergie Vie est dédié donc à l'accompagnement de la filière de la construction dans ses démarches d'innovation. Vous avez parlé d'innovation, c'est un sujet qui nous concerne directement. Pour la transition énergétique, la transition écologique. Donc, nous sommes basés dans le Grand Est et nous accompagnons donc tous les acteurs de la filière, donc de la filière construction, depuis la fabrication des matériaux, en passant par l'acte de construire, jusqu'à y compris l'entretien du bâtiment, donc pendant toute sa durée de vie. Alors, pour répondre à votre question, donc effectivement, il y a le sujet de, comme vous l'avez très bien dit dans votre introduction, la rénovation énergétique dans le bâtiment, ça coche toutes les cases, hein, puisqu'on a une dimension évidemment énergétique, puisqu'on transforme quelque part des travaux de nos acteurs, on transforme des factures d'énergie importées par des travaux de nos artisans. Donc ça, c'est très bon pour l'emploi. On transforme du confort, enfin du manque de confort, voire de problèmes de santé, hein, puisque dans des bâtiments mal isolés, on peut avoir aussi, y compris des problèmes de santé. On améliore le confort de nos concitoyens et puis, bien entendu, on diminue les factures. Donc ça, c'est quand même très important puisqu'on fait du gain de pouvoir d'achat et on redonne de la valeur. On n'y pense pas souvent, on raisonne souvent en temps de retour, mais à partir du moment où on redonne de la valeur au bâtiment, c'est quelque chose que j'ai de façon immédiate. Je veux dire, on n'a pas besoin de raisonner en temps de retour puisque quand je fais mes travaux, immédiatement, mon bâtiment prend une valeur supplémentaire. On sait aujourd'hui que un point de DPE, un point de diagnostic, c'est environ 5% de valeur supplémentaire. Donc, un bâtiment qu'on va rénover jusqu'au niveau A ou B, c'est un bâtiment qui va reprendre 20, 25%. Ça dépend évidemment du point de départ. Donc, ça coche toutes les cases et pourtant, on n'y arrive pas. Vous avez très bien rappelé que l'objectif de la loi, c'est 500 000 rénovations performantes et on n'y est pas du tout. Alors, on n'y est pas pour des tas de raisons. Vous avez parlé des problèmes d'information. C'est-à-dire que les gens, on sent de plus en plus d'ailleurs, hein, parce que le message passe de mieux en mieux, qu'il faudrait bien rénover, mais que c'est compliqué, j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres priorités, etc. Donc, il y a un problème de prise de décision, parce que je ne comprends pas forcément très, très bien les enjeux. Ça, vous l'avez parfaitement dit. Et puis après, donc, à partir du moment où je vais, et c'est vrai aussi pour l'État, pour les bâtiments publics, donc on a parlé de l'État, on a parlé des collectivités locales. Alors, ceux qui sont les plus impliqués, qui sont les plus en pointe sur la rénovation, ce sont les bailleurs sociaux, parce que en fait, eux, ils entretiennent le parc, et donc ils ont un intérêt tout à fait direct, puisque à partir du moment où des factures, quand j'ai des difficultés à payer, je vais d'abord payer en priorité mes factures d'énergie et ensuite paierai mon loyer. Donc là, il y a un enjeu qui est plutôt qui a été pris à bras-le-corps en avance par les bailleurs sociaux, c'est une bonne chose, mais maintenant il faut qu'on arrive à le faire pour l'ensemble des acteurs. Donc vous avez parfaitement raison, rénover ça veut dire que je vais gagner en énergie, donc ça c'est très bien de toute façon pour la planète, mais maintenant il faut qu'on commence à réfléchir, à raisonner, à rénover sans augmenter ou voire en baissant le poids carbone de mon bâtiment. Donc on va commencer à penser à des matériaux biosourcés, on va commencer à penser à des technologies, des systèmes alternatifs en termes, ou alors dans du recyclage, on va commencer à réfléchir sur les thématiques de l'économie circulaire pour utiliser des matériaux qui vont être des matériaux avec le moins de poids carbone possible et qui, en plus, vont économiser de la matière. Donc ça, c'est des sujets plutôt de recherche sur lesquels on est, enfin de recherche d'innovation, on va dire ça comme ça. Et puis donc, l'autre point pour moi essentiel dans la rénovation, c'est ce sujet du numérique. Donc, je vais d'abord faire donc pas le numérique au sens où, mais les autres personnes qui sont autour de la table vont en parler. Moi, je veux parler du numérique au sens de la maquette numérique, donc l'outil qui va me permettre de concevoir, de construire et de piloter mon bâtiment. Et cette maquette numérique, aujourd'hui, elle est un outil indispensable. On est très en retard dans ces domaines. Il y a eu un premier plan gouvernemental qui s'appelait le plan de transition numérique du bâtiment, qui a duré 4 ans, entre 2015 et 2019. On est maintenant dans le plan qui s'appelle BIM 2022. Pour autant, il y a encore énormément à faire. Et la filière bâtiment, de ce point de vue-là, elle est très, très en retard. Et donc, il y a une étude de BPI France qui est tout à fait récente, puisqu'elle a tout juste 1 an, elle était sortie en septembre 2019, qui montre que les gains de productivité, si on arrivait à basculer toute la filière, alors pas du jour au lendemain, parce qu'il y a un peu de travail, mais si on arrivait à basculer la filière bâtiment dans le numérique, c'est 15 milliards. 15 milliards sur 136 milliards de chiffre d'affaires de la filière, ça veut dire environ 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il nous faudrait, le budget qu'il nous faudrait pour faire les 500 000 logements à rénover qu'on a à faire chaque année. Donc, tout est bien qui finit bien. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller rechercher ces gains de productivité. Et moi, le message que je voudrais faire passer, alors, donc, pourquoi c'est bien
Pourquoi c'est bien? Parce que ça va permettre d'avoir une vision beaucoup plus fine, de mieux simuler ce que je vais avoir à faire. Deuxièmement, comme vous l'avez très bien dit, ça va me permettre de faire de la construction hors site. Ça veut dire qu'une fois que j'ai scanné mon bâtiment, je vais pouvoir préparer un certain nombre d'éléments en préfabriqué, soit chez l'industriel, soit chez le constructeur, que je vais pouvoir assembler sur site de façon beaucoup plus rapide. Ça veut dire des chantiers propres, des chantiers secs, des chantiers avec beaucoup moins de déchets. Et donc, c'est des gains de productivité tout à fait importants. Et donc, il y a un enjeu majeur à ce que notre filière bascule dans le numérique. Et moi, ce que je voudrais dire, donc le plan de relance que vous l'avez rappelé, il est très orienté sur la rénovation des bâtiments et c'est fort justifié. Et ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, tous collectivement, et nous en tout cas on s'y emploie de façon très forte, c'est qu'on arrive à faire que ce plan de relance dédié à la rénovation soit numérique. C'est-à-dire que ce soit l'opportunité, ce soit le moment de rentrer grâce au plan de relance, par tous les moyens qui vont être mobilisés, que ce soit pour les collectivités locales, que ce soit pour l'État lui-même, que ce soit qui est à la fois le porteur du plan et qui en même temps est directement impliqué à travers tous ces bâtiments. Je pense notamment au parc universitaire, je pense à tous ces projets qui sont en première ligne sur le plan de relance. C'est vrai aussi des copropriétés, parce qu'à partir du moment où je vais travailler en numérique, eh bien évidemment, ça va être beaucoup plus simple pour discuter en assemblée générale. Et enfin, c'est vrai aussi, y compris pour les particuliers. Vous avez parlé du passeport numérique. Si je scanne ma maison et que je rénove, eh bien ensuite, mon passeport numérique, je l'aurai et je pourrai donc avoir une vision très immédiate, présente et permanente de l'état de mon bâtiment. Donc, c'est bon pour tout le monde. Et je pense que il faut penser rénovation efficace en énergie, il faut penser rénovation bas carbone, et pour penser une rénovation bas carbone, il faut, me semble-t-il, penser rénovation numérique, et c'est le point qui me paraît vraiment important dans notre discussion d'aujourd'hui, puisqu'on est sur ce thème de l'innovation, et ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter, et de ne pas prendre l'opportunité pour basculer enfin, que le bâtiment bascule enfin dans le numérique. Merci beaucoup. J'aurais quelques questions sur la rénovation bas carbone concrètement, mais je les garde pour un petit peu après dans la discussion, afin qu'on fasse tourner la parole tout simplement. Et je vais maintenant m'adresser à Damien Cuny. On sait que la manière avec laquelle on rénove est tout aussi déterminante pour le bilan carbone que le résultat final. Et on a vu que le numérique était un levier qui devait être activé davantage. Et vous avez créé une entreprise, Epiderm, qui est une illustration concrète de cette intersection entre la rénovation bas carbone, le bon choix de matériaux et la donnée au profit de la rénovation énergétique. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout ça? Oui, avec plaisir. Alors d'abord, je suis tout à fait d'accord avec M. Sador. Le plan de relance, il devrait complètement être orienté vers le numérique. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Donc, je suis le fondateur d'Epiderm, qui est une start-up qui a été officiellement labellisée par le ministère ce matin. Epiderm, qu'est-ce que c'est? Epiderm, c'est une solution digitale qui est à destination des acteurs du bâtiment et qui va leur permettre en fait de prendre des décisions techniques très rapidement, écologiquement responsables, que ce soit en construction neuve ou en rénovation. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On va partir du même constat que les acteurs avec le politique, en constatant simplement que depuis 70, on assiste à une succession de réglementations qui portent tous leurs efforts sur la thermique en réalité et les consommations d'énergie. Mais dans le cadre du réchauffement climatique, il faut changer de référentiel, à mon sens, et passer du thermique au carbone. C'est tout l'enjeu de la réglementation 2020. Qu'est-ce que ça change? En réalité, en construction neuve, pour parler de la construction neuve dans un premier temps, on a un rapport du programme OBEC, qui est un programme de l'ADEME, qui constate sur plus de 200 projets de construction neuve qui ont été menés entre 2017 et 2020, le contributeur PCE est responsable de 65% à 85% des émissions du bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les bâtiments qui sont construits aujourd'hui, quand on le regarde sur une perspective à 50 ans, les matériaux qui sont embarqués dans la construction sont responsables de 65% à 85% des émissions de carbone, contre 35 à 15% des émissions pour l'énergie. Là, on parle de la construction neuve. Un autre facteur qui est intéressant sur la construction neuve, c'est que le pic d'émissions, il se situe où? Il n'est pas réparti sur les 50 ans. En réalité, les 65% à 85% qui sont émis, ils sont émis au stade de la production des matériaux et de la construction du bâtiment, ça veut dire aujourd'hui. On a un impact qui est principalement aujourd'hui. En rénovation, le rapport est inverse, c'est-à-dire que les gains d'énergie, une fois rénovés, compensent les émissions qui ont été
réalisés pour la production des matériaux. Mais il faut bien comprendre que plus les choix techniques qui vont être mis en œuvre sur la rénovation vont être pertinents, et plus les gains vont être élevés. En fait, Epiderm, donc c'est une solution numérique qui va aider les acteurs à piloter la performance carbone de leurs travaux. C'est-à-dire que la première chose à faire quand on parle de carbone aujourd'hui, c'est d'apprendre à compter. Le carbone, c'est un critère qu'on connaît encore mal, et donc il faut mener une comptabilité du carbone un peu de la même manière qu'on pourrait mener une comptabilité économique en réalité. La deuxième chose à faire, c'est définir et mettre en œuvre le bon matériau au bon endroit. Ça, c'est une expression qu'on entend beaucoup en ce moment dans la construction, depuis 2 ans ou 3 ans. Nous, on se propose de le faire grâce à une intelligence numérique. Le bon matériau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour nous, ça se traduit en enjeu base de données. On est en train de créer une base de données de milliers de procédés de construction qui sont valides sur le marché français. Au bon endroit, ça veut dire qu'on va aller les installer en accord avec la réglementation de la construction. Pour nous, ça se traduit en enjeu algorithmique. Ça veut dire que parmi cette base de données de matériaux de construction qu'on est en train de créer, nos algorithmes doivent être capables d'aller piocher les bons procédés dans la base de données en fonction du projet qui nous est présenté. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? En fait, après, on va faire de l'optimisation. Ça veut dire qu'on va demander à l'utilisateur quelles sont les performances cibles de son projet, et on va pousser, l'algorithme va pousser les bonnes solutions au cas par cas, selon ce qui est visé par l'utilisateur. Donc pour conclure, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le carbone, c'est un sujet nouveau, c'est un sujet qui est très en lien avec le réchauffement climatique et qui, à mon sens, est plus large que la thermie seule. Vu que c'est un sujet nouveau, il n'y a encore pas d'intuition sur les matériaux à mettre en œuvre, très peu de retours d'expérience, alors qu'en contrepartie, on est dans l'urgence, on connaît les enjeux, ils ont été rappelés au départ, et on est déjà dans le réel, c'est-à-dire par exemple sur le volet économique, on a aujourd'hui des collectivités, des aménageurs, la maîtrise d'ouvrage qui vont imposer en fait des niveaux carbone attendus, même si ce n'est pas encore légal, c'est déjà dans le cadre de label, et on a déjà des pénalités contractuelles en cas de non-respect des seuils carbone sur du label. Donc on est déjà dans le concret pour un certain nombre d'entreprises. D'accord, merci beaucoup. Donc, on voit que la mobilisation de la donnée est un des nouveaux enjeux essentiels qui permettent de repenser la rénovation énergétique, soit au profit des professionnels du bâtiment pour maximiser les choix qui peuvent être faits sur les chantiers, mais aussi d'une manière un peu plus large pour piloter la politique de la rénovation. Et c'est justement un des sujets sur lesquels l'ADEME travaille actuellement, avec une actualité qui est très riche pour cette année 2020. Et donc, Olivia Salvazet, est-ce que vous pouvez nous présenter la façon avec laquelle l'ADEME travaille pour mieux mobiliser cette donnée? Bonjour, oui, tout à fait. Je vais essayer de vous partager une présentation. Voilà. J'espère que ça fonctionne bien et que vous avez accès. Oui, on va bien. Parfait, merci beaucoup. Donc, moi, je suis Olivia Salvazet, je travaille au service bâtiment de l'ADEME sur la thématique du numérique. Et donc, je voulais vous présenter aujourd'hui cette initiative de concours d'innovation qui s'appelle DataBat, qui va s'organiser d'ici 1 mois environ. Et c'est une initiative qui n'est pas hors sol, puisque ça s'organise dans la suite logique de plusieurs initiatives du CGDD et de la DGLN, donc en particulier une data session qui a eu lieu en décembre dernier, puis un hackathon Rénovaction qui a eu lieu au mois de juin 2020. Et donc l'objectif de toutes ces initiatives, c'est toujours le même, c'est accélérer la rénovation énergétique, faciliter le parcours des particuliers pour aboutir à des solutions innovantes. Donc, ce sont bien souvent, là, en l'occurrence, on parle de solutions numériques, des applications web qui sont créées sur la base des données. Donc, dans le cadre du hackathon, mais ça va être renouvelé dans le cadre de DataBat, de nombreuses données ont été ouvertes grâce à des partenariats très nombreux là aussi. Donc, je vous ai mis les logos de l'ensemble des partenaires du hackathon. Donc, comme vous le voyez, il y en avait vraiment beaucoup. Des données ont été ouvertes spécifiquement pour ce hackathon pour permettre aux candidats de proposer des projets en lien avec ces données pour répondre à différents défis donc liés à un projet de rénovation, donc que ce soit sur l'estimation des coûts des travaux, sur la caractérisation du parc de rénovation, sur l'estimation des économies d'énergie, etc. Donc voilà, il y avait 5 défis différents qui ont permis de faire émerger différents projets.
Donc, il y a eu une trentaine de projets, si je ne me trompe pas, qui sont sortis du hackathon, dont 6 projets lauréats. Donc, ce sont les projets qui ont le plus plu au jury, donc à différents stades d'avancement. Mais à chaque fois, les projets avaient pour dénominateur commun l'utilisation des données, avec parfois l'utilisation de technologies comme l'intelligence artificielle pour valoriser les données et faire en sorte vraiment que ça contribue à la facilitation de la rénovation énergétique. Et donc, certains projets étaient très avancés, comme par exemple le projet IMOP, qui aujourd'hui devient même l'un des partenaires du concours d'innovation Databat. Donc, ce concours d'innovation démarrera d'ici 1 mois environ. Donc, toujours dans le but de faire émerger de nouveaux services en faveur de la rénovation énergétique grâce aux données. Donc, côté ADEME, nous allons mettre à disposition nos données. Donc, on a plusieurs données, en particulier des données sur les coûts des travaux de rénovation énergétique, des données sur les aides financières, également des données sur les qualifications des entreprises, et puis un autre jeu de données qui était très attendu, ce sont les données des DPE, donc les diagnostics de performance énergétique. À l'occasion du hackathon Rénovation, on avait ouvert les données des bâtiments tertiaires publics, puis les données des logements qui représentaient un peu plus de 6 millions de DPE. Et là, pour le concours de Databat, l'ADEME a décidé d'ouvrir les données des bâtiments tertiaires privés. Donc, ça représente environ 500 000 DPE, donc voilà, qui seront ouverts à l'occasion de ce concours pour permettre, là encore, de proposer des nouveaux projets. Et donc, nos partenaires, les partenaires du concours, seront aussi amenés à proposer des données. Donc, les partenariats sont très larges, hein, comme vous avez pu le voir pour les partenaires du hackathon. Donc, sur le hackathon, on était surtout sur des partenaires publics. Là, la petite différence de Databat, c'est que Databat souhaite aussi s'appuyer sur la sphère privée. Donc, on essaye d'associer des partenaires privés. Bon, je ne vais pas en dire beaucoup plus là-dessus, puisque les partenariats sont en cours de signature. Mais voilà, on essaye vraiment d'ouvrir au maximum les partenariats. On est vraiment dans une dynamique de partage des données. Et l'intérêt pour nos partenaires, c'est de mettre en visibilité leur activité, leur action, leurs données, de proposer des défis pour le concours. Ils nous aident dans la rédaction des défis. Ils peuvent aussi jouer un rôle de mentorat pour guider les candidats tout au long de la réalisation du concours. Et puis, ils peuvent remettre des prix pour les candidats qui présentent des projets qui sont dignes d'intérêt pour eux. Donc, voici les principaux défis du concours Databat qui sont découpés selon les étapes d'un projet de rénovation. Donc, avec un premier gros groupe qui consiste à réfléchir ses travaux. Donc, qu'on a divisé en 3 défis qui consistent à analyser le marché de rénovation, s'assurer qu'il y a suffisamment de professionnels qualifiés pour répondre aux besoins de rénovation. Il s'agit également de cibler les besoins de rénovation et de prioriser les travaux. La seconde catégorie de défis, c'est réaliser ces travaux. Donc là, on est vraiment sur la phase chantier. Donc, c'est faire monter en compétence les professionnels du bâtiment, les habitants également lorsqu'ils mènent des projets en auto-rénovation, et puis susciter une dynamique de voisinage. C'est des dynamiques qui sont vraiment émergentes, notamment sur le montage de groupements de commandes. Et puis, la dernière phase d'un projet de travaux, c'est finalement l'après-travaux. Optimiser ces travaux, faire en sorte que le bâtiment soit correctement utilisé, et puis connaître les économies d'énergie réalisées grâce aux travaux. S'assurer que les économies d'énergie sont bien au rendez-vous. Monsieur Masson vient d'arriver. Je vous donne la parole juste après. Je termine, j'en ai pour 5 minutes. Donc, juste pour finir, sur le planning, comme je le disais, le concours a démarré au mois de novembre avec l'ouverture des inscriptions. Webinaire. Je coupe le micro. Voilà. Et donc, pour aboutir à la période du 28 décembre, fin décembre, début janvier, où il y aura une évaluation des projets pour sélectionner les projets qui représentent le plus d'intérêt pour nous et dans le but aussi de ne pas laisser des candidats travailler si on sent d'entrée de jeu que les projets présentés ne répondent pas aux attendus. Donc là, les projets seront sélectionnés selon différents critères, des critères d'open source,
On souhaite valoriser au maximum les projets qui jouent le jeu de l'open source, là encore pour s'inscrire dans cette dynamique de partage de commun, de partage des données également. On évaluera aussi l'adéquation des projets par rapport aux défis, la bonne utilisation des projets et puis la diversité des profils. Il me semble que pour arriver à faire des bons projets, on a besoin d'avoir à la fois des profils compétents sur les technologies du numérique, mais il y a également besoin de la compétence rénovation énergétique, connaître le secteur du bâtiment. Donc les projets retenus ensuite, de janvier à avril, s'engageront dans une phase de prototypage qui sera jalonnée par différentes épreuves, accompagnées notamment par des écoles qui travaillent dans le domaine du numérique, dans le domaine du marketing, de la publicité et de la rénovation des bâtiments. Et donc tout ça pour arriver le 8 avril à une phase de présentation des projets sur la base de pitch devant un jury et puis de remise des prix. Donc là, dans cette phase de remise des prix, on est déjà sur penser au coup d'après, faire en sorte que les projets soient prêts pour être commercialisés. Donc on leur proposera de gagner une incubation, donc dans un incubateur par exemple, et ou également un accompagnement en fonction des besoins. Donc la définition des prix est encore en cours et puis elle pourra toujours être adaptée en fonction vraiment des besoins des candidats. Donc voilà, si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, soit soit pour devenir partenaire, soit pour candidater évidemment à ce concours. Merci beaucoup. Donc, on voit bien toute l'importance du partage de la donnée publique et privée pour accélérer la rénovation énergétique. Donc, on a à présent le plaisir d'avoir avec nous Jean-Patrick Masson, donc, qui est vice-président transition écologique de Dijon Métropole. Alors, on sait que l'approche de Dijon de la rénovation écologique est à la fois holistique et novatrice. Holistique parce qu'elle s'inscrit dans une démarche qui va au-delà de la rénovation énergétique, donc plus globalement sur la rénovation et l'extension du réseau de chaleur urbain, et innovante puisque la Smart City et les données sont au cœur du projet. Et on sait d'ailleurs que Dijon est un des 4 finalistes au titre de Capitale verte européenne 2022. Et donc, on vous souhaite un bon courage dans la dernière ligne droite. Je crois que l'oral est le 8 octobre prochain. En attendant, est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet, Monsieur Masson? Tout à fait. Merci. Bonjour à tous. Et avec mes excuses, j'ai eu un problème de connexion, donc vous ne me voyez pas. Je vais effectivement, en quelques mots, vous décrire un petit peu les choses. Donc, nous avons été lauréats d'un projet qu'on appelle H2020 avec un projet sur un quartier qui est un quartier politique de la ville. Donc, le premier élément, c'est que c'est un quartier des années 70 pour lequel nous avions conclu une phase de rénovation, une première phase de rénovation et une deuxième phase maintenant que nous allons réaliser à partir du 1er octobre, donc il y a quelques jours que nous avons démarré cela. Cette première particularité s'ajoute à plusieurs autres. La première chose, c'est que dans la réponse que nous avons faite à l'Union européenne dans le cadre d'H2020, nous avons essayé d'allier l'élément rénovation, j'allais dire finalement relativement classique, confort d'été, confort d'hiver. Je le dis dans ce sens-là volontairement, puisque c'est un sujet qui est un sujet d'importance aujourd'hui que d'allier les deux et notamment de ne pas oublier le confort d'été. Donc, premier élément, c'est celui-ci. Le deuxième élément, qui est un élément structurant, c'est celui d'être sur 2 parties de ce quartier. Ces 2 parties de quartier doivent être dans un cadre qui est le suivant. Premier temps, une consommation énergétique qui est inférieure à la production sur le même quartier en énergie renouvelable. Donc, on est entre 110 et 120% de production énergétique par rapport à la consommation. Le deuxième élément, c'est que c'est de l'autoconsommation collective. Et donc là, on travaille avec un certain nombre de partenaires et également les habitants, donc partenaires évidemment, office d'HLM et donc essentiellement cela, mais également des écoles
qui appartiennent à la ville, donc une mixité d'emplois, et les habitants, puisque pour les habitants, finalement, il va nous falloir voir comment eux consomment, parce que l'essentiel de ce dossier tient dans le fait qu'il nous faut faire rejoindre une production d'énergie renouvelable via notre réseau de chaleur, via du photovoltaïque, et d'une part, hein, et puis on a du stockage d'énergie par des ballons d'eau chaude, enfin, etc. Et le tempo des habitants, c'est-à-dire le moment où ils consomment. Et cela, c'est effectivement peut-être la plus grande difficulté auquel nous serons confrontés dans les années qui viennent. Ce projet dure 5 ans. C'est de faire joindre l'offre et la demande. Donc, il nous faut diminuer les consommations autant que faire se peut. Il nous faut avoir une production qui est utilisable immédiatement pour une part, mais largement stockable, et des habitants qui nous fassent connaître la manière dont ils vont consommer. Hein. Donc, on a des profils, mais ces profils devront être affinés. Et je prends un exemple simple, hein, j'ai cité des écoles, il y a 2 écoles dans ce projet. Eh bien, vous le savez tous, les écoles en période, donc elles seront couvertes de panneaux photovoltaïques, en période estivale, elles ne fonctionnent pas, donc elles ne sont pas consommatrices. Donc, c'est tout cet aspect lié rénovation, consommation, production d'énergie qu'il nous faut travailler. Et ce qu'attend l'Europe de nous dans ce contexte, c'est que on puisse amener les uns et les autres à avoir un travail sur les données qui nous permettent de piloter finalement cette équation à multiples inconnus. D'autre part, l'Europe attend de nous également que l'on puisse dupliquer cette capacité à gérer un problème aussi complexe que celui-là. Et nous avons déjà pris, nous, la décision d'essayer de le dupliquer sur notre propre collectivité, donc dans ce quartier politique de la ville qui s'appelle la Fontaine-Douche, mais également sur d'autres quartiers de la ville. Et singulièrement, on travaille avec le CHU de Dijon, donc dans un contexte encore différent, pour amener cette équation, hein, rénovation et gestion de l'énergie, qui leur permettent de faire des économies. Et on a quand même des objectifs qui sont, me semble-t-il, ambitieux, et je m'arrêterai là. Une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 65%, une réduction des consommations de 14%, et une production, un ratio production-consommation au bout de l'opération de 131%. Donc, on produirait 31% de plus que ce qu'on consommerait sur ces îlots. Voilà, succinctement résumé, hein, c'est quelque chose de, évidemment, que j'ai simplifié, mais je crois que demain, il nous faudra travailler essentiellement sur toute la partie rénovation, parce que c'est celle qui représente évidemment l'essentiel du parc immobilier. Et en travaillant sur cela, un des moyens, en tous les cas c'est celui qu'on teste, c'est justement cette adéquation difficile entre les différents paramètres. Merci beaucoup, Monsieur Masson. En tout cas, ça donne beaucoup. Les ratios que vous avancez donnent beaucoup d'espoir, et on espère que le caractère réplicable du premier quartier sera avéré pour le second et pour de nombreux quartiers derrière. J'ai simplement une petite question d'illustration pour commencer pour Monsieur Sadorge ou Monsieur Cuny. Vous avez tous les deux parlé de rénovation bois carbone, par exemple dans le choix des matériaux ou dans des techniques de rénovation. Est-ce que concrètement, vous pouvez citer quelques exemples de techniques? Oui, pour donner des exemples concrets de projets qu'on a pu accompagner ou qu'on a pu constater sur des bâtiments ici au pôle. Par exemple, on constate que pour l'isolation par l'extérieur, alors on a un grand sujet au pôle, hein, c'est que chaque matériau, je fais un petit préalable pour ne fâcher avec personne, mais le grand sujet, c'est que chaque bâtiment a chaque matériau, a sa chance. Hein, on n'est pas dépenseur d'un ou d'autre matériau. Tous les matériaux peuvent baisser en carbone par l'économie circulaire, par la façon d'être conçus, par
en transportant moins, en travaillant plus en proximité. Cela étant dit, on se rend compte quand même que pour les isolations par l'extérieur, le bois est un matériau, par exemple, très bien adapté. On a des exemples où on peut faire de la préfabrication de façades, donc grâce au numérique. Je vais revenir avec, on scanne le bâtiment, on va pouvoir préfabriquer et venir plaquer, non pas changer des bouts de mur, des portes, des fenêtres, mais changer des morceaux de façade, ce qui va être beaucoup plus efficace en termes d'efficacité énergétique. Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que je vais rénover avec du bas carbone. Un autre exemple, d'ailleurs, je crois qu'ils ont gagné récemment un concours, c'est un industriel du pôle qui a développé une solution d'isolant biosourcé avec donc de la laine de bois et qui pose en isolation par l'extérieur en rajoutant donc en rapportant en accrochant sur une façade porteuse métallique. Voilà. Et je voulais aussi insister sur le fait, et je suis complètement en phase avec Monsieur Masson, c'est qu'il faut raisonner l'équilibre production-consommation. On baisse la consommation, mais dans des rénovations réussies, on va produire aussi. On va installer des capteurs photovoltaïques sur le toit, on va produire de l'énergie. Donc, on va augmenter ça fait partie aussi de ce que j'appelle une rénovation bas carbone, c'est qu'il faut raisonner aussi production d'énergie renouvelable sur le bâtiment. Donc, c'est un ensemble, c'est quelques exemples, mais voilà quelques pistes sur lesquelles on travaille en ce moment. Oui. Et Monsieur Cuny, dans le même temps, vous nous indiquiez qu'il n'y avait pas forcément d'intuition sur les matériaux à mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? On peut en discuter, mais on rentre un petit peu dans la discussion technique. Effectivement, aujourd'hui, on parle de plus en plus des biosourcés. D'ailleurs, le projet Epiderm est projet lauréat du booster bois biosourcé de la région Île-de-France. Donc, on a un accès assez privilégié à ces filières. Il y a deux points que je voudrais aborder à propos de ça. C'est que les biosourcés, malgré le fait que finalement, ce sont des procédés de ce qu'on appelle de la low-tech, ça veut dire que c'est pas de la high-tech, mais c'est plutôt des procédés type bois, paille, chanvre qu'on utilise depuis des centaines d'années. Il faut quand même qu'on se les réapproprie, c'est-à-dire que c'est des procédés avec lesquels on n'a plus vraiment l'habitude de travailler et qui ont leurs limites et qu'il faut bien l'appréhender. Aujourd'hui, un des gros freins à la diffusion de ces procédés-là, c'est notamment des contraintes au feu. On parle beaucoup d'isolation en paille dans la construction bas carbone. Isolation en paille, il faut bien comprendre que ça part avec des contraintes qui ne sont pas liées à l'isolant paille lui-même, mais plutôt à tout ce qui va venir autour. Typiquement, l'isolation en paille, on est en épaisseur standard 37 cm, qui n'est pas une épaisseur standard d'ossature bois. En sachant que évidemment l'isolation en paille va rentrer dans l'ossature bois, ça va demander des écrans coupe-feu, etc. Donc il y a beaucoup de contraintes en fait techniques qu'il va falloir prendre en compte lorsqu'on va déployer ce type de procédé. Donc c'est pour ça que je disais en fait c'est pas intuitif. Simplement on peut imaginer utiliser des procédés qui sont bas carbone et qui sont biosourcés. Il faut bien comprendre qu'il y a des contraintes réglementaires qui vont venir avec et qui vont imposer certaines règles de construction. Nous, c'est ce qu'on veut appréhender avec notre solution Epiderm pour faire venir non pas avec une solution unique qui est l'isolant biosourcé, mais tout ce qui va venir autour pour faire en fait un calcul de performance sur la paroi, c'est-à-dire sur les différents éléments qu'on aurait été obligé de joindre au biosourcé pour le mettre en œuvre. Quand je disais contre-intuitif aussi, on a des exemples. Typiquement, il y a des ratios où il faut faire certains calculs. On a eu des cas, mais c'était des cas en construction neuve, par exemple, où on avait des parois d'escalier dans des bâtiments d'habitation de grande hauteur, où on se demandait si c'était mieux de les fermer en bois ou les fermer avec du béton. Et en fait, ce qu'on avait vu, c'est que mettre du béton, on avait du coup de feu très rapidement, alors que mettre du bois, ça imposait d'élargir un petit peu les murs et de coller du plâtre en fait de chaque côté. Donc quand on prend la paroi dans son ensemble avec l'ensemble des contraintes autour, en fait, il y a vraiment de l'ingénierie à faire pour mesurer est-ce que en carbone on est vraiment bon, on est vraiment meilleur, ou est-ce que finalement on arrive à peu près au même résultat. Alors c'est pas si simple, c'est ça que je voulais dire. Bien compris. Donc des matériaux qui peuvent paraître ancestraux, mais qu'il faut réapprendre à utiliser et à adapter aux bâtiments existants. Un des enjeux de pilotage important de cette politique de rénovation énergétique dans laquelle on met beaucoup de force et
et également de budget, c'est le passage à l'acte des propriétaires. Et donc, on se pose la question de comment les inciter à passer à l'acte, peut-être même au-delà des questions purement financières. On sait que la Convention citoyenne pour le climat a prévu des obligations de rénovation globale. Elle a même prévu des sanctions en cas de non-rénovation. Selon vous, quels sont les leviers les plus intéressants pour faire évoluer les propriétaires? Est-ce que Volontiers. M. Masson ou Olivia En réalité, pour faire évoluer les propriétaires, je pense qu'il faut les sécuriser, c'est-à-dire avoir faire un travail avec eux, hein, notamment nous on fait un gros travail avec les copropriétés parce que c'est une cible importante et donc il faut leur garantir quelque part le résultat. Donc on a un programme qui s'appelle chez nous Rénovéco, hein, qui existe dans d'autres collectivités sous un autre nom, qui est destiné à la fois à détecter les situations, à contacter les propriétaires ou les copropriétaires plutôt dans mon cas et les syndics qui gèrent tout cela, faire donc beaucoup de pédagogie et puis ensuite dire voilà, si vous vous engagez dans tel type de rénovation, voilà comment on vous accompagne et on vous garantit quelque part le résultat. Et finalement, les problématiques financières, on les amène souvent en dernier, en disant maintenant que vous savez ce que vous voulez faire, maintenant qu'on vous a garanti les choses au plan technique, voilà comment on peut financer. Donc, on essaie de ne pas rentrer directement en disant on va vous faire un chèque, hein, ou on va vous accompagner financièrement. Oui, on voit que dans un certain nombre de cas, ça peut poser des problèmes de malfaçon et effectivement de confiance, comme vous le soulignez. Et après, il y a également un enjeu de réplicabilité, de compression des coûts et des délais, notamment il y a des solutions que vous pouvez nous présenter. Oui, mais j'ai un peu parlé, Monsieur vous en avez parlé Sador, vous-même, mais j'en ai parlé effectivement. Je pense que c'est une des clés de la massification. Ça va tout à fait dans le sens de ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, le plaidoyer que je fais pour que le plan de relance rénovation soit numérique, parce que c'est clair que le numérique va nous amener d'ailleurs d'abord sur une meilleure, parce que quand on aura entré, on a scanné nos bâtiments, donc on voit la maquette numérique encore trop, le mot maquette n'est pas très bien adapté. En anglais, on parle de modèle d'information sur le bâtiment, la traduction anglaise, dont on parle de maquette numérique. Donc, on a l'impression qu'on est sur de la maquette 3D. En fait, le BIM, la maquette numérique, est une base de données, ce qui va permettre de référencer, de simuler, d'essayer, comme Damien l'a dit tout à l'heure, d'avoir un accès à des bases de données, donc de pouvoir simuler avec différents types de matériaux, de regarder, par exemple, de tester a priori le poids carbone de mon bâtiment. Je peux le calculer avant même de lancer ma rénovation. Donc ça, c'est des sujets qui sont importants. Et donc, je vais pouvoir mieux simuler, mieux mettre le bon matériau parce que je vais en tester plusieurs. Et puis, surtout, je vais pouvoir faire, comme vous l'avez très bien dit, du hors-site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc je vais pouvoir préfabriquer mes façades. Encore une fois, des morceaux de façade plutôt que des portes, des fenêtres et des morceaux de murs. Donc, je vais faire des morceaux de façade. Ça va me permettre aussi d'être bien plus performant par rapport au rupteur de pont thermique. Ça, c'est un élément très important, hein, parce que des fois, on rénove, on ramène un matériau isolant, mais on va laisser des ponts thermiques. Et là, on va créer des dysfonctionnements. Parce qu'on a une maison qui sera mieux isolée, mais dans lequel il y a des endroits qui ne le seront pas bien. On va créer des phénomènes éventuels de moisissure, des problèmes de ce genre qui vont amener de la non-qualité dans mon bâtiment. Donc, c'est très important quand on fait de la rénovation de gérer ces problèmes d'isolation. On pense souvent, on va pas faire des boîtes à chaussures. On vit dans des maisons où on respire, on a besoin de qualité. Donc, tous ces sujets doivent être pris de façon globale. Et c'est là où le fait d'avoir numérisé mon bâtiment va me permettre de fabriquer hors site, d'apporter mes morceaux de façade. On a eu des cas comme ça. Bon, c'est un petit peu il y a un programme donc Energiesprong qui est un programme d'origine hollandaise qu'on porte à plusieurs au niveau national en ce moment et notamment vers Energiesprong est dédié aux bailleurs sociaux, mais le principe reste le même. C'est-à-dire que
ils ont une petite vidéo disponible qu'on pourra peut-être mettre en ligne, je ne sais pas, sur le site de la Green Tech Verte, mais où on voit une maison qui est rénovée en une journée. C'est-à-dire qu'ils arrivent le matin avec le camion, avec les morceaux tout prêts, donc on va changer les façades, on va poser le nouvelle toiture en photovoltaïque et on repart le soir. Alors il y a quelques petites finitions, on revient le lendemain, mais on repart le lendemain, enfin on repart le lendemain matin. Alors ça c'est un petit peu disons le côté un peu extrême. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait de pouvoir préfabriquer, c'est clair que ça sera une clé majeure pour la rénovation, la massification de la réno. Et je ne peux pas préfabriquer si je n'utilise pas de modèle numérique. Bien compris. On a quelques questions dans le chat situé à droite de l'écran sur lequel chacun peut en poser. Un participant demande si, pour concrétiser ces rénovations globales performantes, il ne faudrait pas regarder s'il y a de la constructibilité résiduelle et quel est le rôle pour l'architecte. Est-ce que quelqu'un a une réponse à ce sujet? Je pense que là, je peux me permettre, je viens de parler, mais tant pis. Donc, la constructivité résiduelle, moi, je l'entends par la surélévation. Ouais. C'est clair que c'est une vraie solution. Hein, donc, il faut. D'ailleurs, c'est mis en œuvre. Hein, c'est pas. On n'invente rien, mais il faut la généraliser. On a besoin de construire. On dit construire de la ville sur la ville. Ben là, on est vraiment dans le concret, puisqu'on construit un étage au-dessus des autres. C'est une vraie solution qui a été expérimentée. On a déjà des cas qui fonctionnent très très bien, avec des matériaux d'ailleurs plutôt légers hein, qui vont s'y prêter. Donc là encore, on va être dans du bas carbone. Et l'architecte, pour moi, il est essentiel. C'est-à-dire que très souvent, on pense que la rénovation, c'est quelque chose de simple. Et on a fait des expérimentations là aussi. Et quand il n'y a pas de maître d'œuvre, on a très souvent des difficultés. Parce que la rénovation, mais on l'a tous dit, Damien l'a dit tout à l'heure sur des problèmes de type de matériaux, de mise en œuvre. J'ai tenté de l'expliquer en termes d'articulation entre les… on peut pas faire n'importe quoi sur un bâtiment existant. Il y a des circulations d'air, il y a l'humidité qui va circuler. Et donc, tout ça, ça se fait pas n'importe comment. Donc, ça, c'est un point vraiment pour moi essentiel. Il faut des maîtres d'œuvre. Alors après, de quelle façon, comment on fait, est-ce qu'on peut avoir des typologies de bâtiments? Mais quelque part, il faut qu'il y ait des maîtres d'œuvre qui aient réfléchi à la rénovation. La rénovation n'est pas juste une succession de types de corps de métier qui vont venir les uns derrière les autres, parce que ça, si on fait ça, on aura des mauvaises références. Et par rapport à la question que vous nous posiez tout à l'heure, comment j'incite les propriétaires? Ben, la mauvaise référence, c'est une des pires façons de rénover. Donc, il nous faut des maîtres d'œuvre, il faut qu'ils s'impliquent. Et certains architectes aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, on a des architectes qui s'intéressent à la rénovation, qui en ont fait, qui trouvent que c'est, enfin, à un moment, on pensait que rénover, c'était pas noble. Ben, si, c'est noble, parce que c'est avec ça qu'on va lutter contre le changement climatique. Donc, il y a des professionnels qui s'y mettent et on a vraiment besoin de… Merci beaucoup. Après, on a d'autres questions très pratiques avec la demande de conseils pour une plateforme ou un site qui répertorie des solutions innovantes pour la rénovation ou le bâtiment neuf. Alors, je comprends de vos différentes interventions qu'il y a beaucoup de prototypes encore finalement dans la rénovation énergétique, mais est-ce que vous avez ce type de site à proposer ? De référencement de solutions. On parle de solutions innovantes. Plus largement, sur les solutions innovantes dans la construction, il y a des annuaires. Il y a des… ici, donc je suis en direct de Station F et on a un incubateur ici qui est juste derrière moi qui s'appelle Impulse Partners. Et je sais qu'ils accompagnent beaucoup d'acteurs du bâtiment et ils ont des annuaires de solutions innovantes. Donc voilà, si c'est vraiment pour chercher des solutions innovantes, je peux juste conseiller de se rapprocher des incubateurs spécialisés comme Impulse Partners ou le CSTB Lab. Hein. Le CSTB a son propre incubateur de start-up et donc peut proposer au cas par cas des solutions innovantes portées par des startups. Après, il y a merci beaucoup. Il y a une autre question sur l'innovation dont on a finalement assez peu parlé aujourd'hui. C'est l'accompagnement à l'usage performant via la pédagogie. Le participant indique le choix des bons KPI. Est-ce que vous travaillez également dans ce domaine, donc sur les usages? Une étude qui est sortie d'Allemagne, qui était très intéressante,
où on a vu qu'en fait, il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé dans les rénovations énergétiques et finalement, ils se sont rendus compte que la consommation n'avait pas baissé. Simplement parce qu'ils ont eu un effet rebond. Et on s'est rendu compte que malgré le fait que les bâtiments ont été rénovés, en fait, les gens ont consommé plus d'énergie. En fait, ils ont surchauffé par rapport à ce qui chauffait avant. C'est un article du Monde de ce matin que je lisais dans le métro en venant ici. Il y a un vrai enjeu là-dessus, à mon avis. Donc c'est un vrai Permettre enjeu. d'ajouter quelque chose sur cet enjeu Ok. et l'effet rebond. Il y a quand même une dimension qu'il faut prendre en compte, c'est que en tous les cas, nous on le constate sur les bâtiments qu'on rénove, qui sont dans le cadre de quartiers où malheureusement les gens n'ont pas beaucoup d'argent. C'est en fait ils ont dégradé avant nos interventions leur qualité de vie. Et donc, quand ils reviennent, parce qu'ils peuvent à nouveau se payer les choses à une qualité de vie normale, effectivement, il n'y a pas d'effet économie d'énergie, il n'y a pas, voilà, je veux dire, mais ça s'explique assez facilement dans un certain nombre de cas. Non, mais ça veut dire aussi qu'il faut accompagner cette réno. Enfin, comme on le fait dans le neuf, dans les bâtiments aujourd'hui, il faut que les gens aient des outils pour se comparer, se piloter, voir comment ils consomment par rapport à leurs voisins. Et en général, ça fonctionne plutôt bien. À partir du moment où les gens comprennent ce qui se passe, enfin, il n'y a pas de. Donc, il y a un vrai enjeu sur le suivi et les outils qui vont permettre au nouveau consommateur, celui qui sera dans son bâtiment rénové, de pouvoir piloter correctement son bâtiment. Donc, je confirme qu'il y a aussi un enjeu d'innovation sur ces questions. Pardon, je parlais micro éteint, donc forcément, vous ne pouviez pas me répondre. Je disais que la table ronde arrivait à sa fin dans 4 minutes et je vous interrogeais sur le fait que vous ayez une conclusion à nous proposer. On a bien noté que vous étiez nombreux à vous exprimer sur le fait que le plan de relance devait être numérique avec aussi bien pour les bâtiments de l'État, des collectivités, des particuliers qui avaient d'énormes enjeux notamment d'emploi local, de gains de productivité derrière cette question de la rénovation énergétique. Est-ce que vous souhaitez apporter un mot de conclusion, Monsieur Masson? Ça fait longtemps que je demande ça d'ailleurs. C'est que quand on est face à ces interventions, on ne vise finalement que le dur et jamais l'ingénierie. Et je pense que l'ingénierie, c'est de l'investissement. Et donc, ça devrait être pris comme tel dans les différents plans, et le plan de relance devrait prendre en considération, en même temps que les investissements purs et durs, tout ce qui est ingénierie, et ça nous faciliterait largement les choses. Oui, merci beaucoup. Je vais dans le même sens. Je veux dire que la meilleure énergie dont on dispose, c'est la matière grise. C'est celle dont on a besoin vraiment aujourd'hui. Je pense qu'il faut plus d'ingénierie plus de préfabrication, moins de temps de chantier. Mais ça, c'est de façon un peu générique sur toute la filière bâtiment, mais c'est vrai aussi pour la rénovation. Et je voudrais vraiment passer le message que rénover un bâtiment, c'est aussi, enfin, ça demande de l'ingénierie, ça demande de l'intelligence, ça demande de l'engagement. De la même façon que faire un bâtiment neuf. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression que c'est moins noble de rénover que de faire du neuf. C'est pas vrai. Et on peut faire d'excellentes choses avec la réno. Donc, j'encourage tous les professionnels à se mobiliser là-dessus parce que ça nous fait économiser de la matière et bien entendu, ça nous fait économiser de l'énergie. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Cuny. Pour conclure, le premier, c'est de dire qu'en fait, on a très peu parlé des occupants. Quand on parle de rénovation, souvent, il y a quelqu'un dans la maison ou dans l'appartement quand même. Donc ça, c'est un des apports aussi que peut avoir la construction hors site. La deuxième chose, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc quand on construction neuve, en fait, quand on vient rajouter de la matière et qu'on crée de nouvelles parois, en réalité, nous, on a vu, avec les bases de données qu'on a déjà, que rien qu'en façade, sur le marché français, on est de l'ordre du milliard de variantes combinatoires si on combine en fait les différents matériaux, les différentes épaisseurs, etc. Et je voudrais mettre ça en perspective avec ce que je disais tout à l'heure, que le carbone n'est pas un sujet
intuitif aujourd'hui. Et donc, à mon sens, pour répondre à l'urgence, il faudra dans tous les cas passer par le numérique. Parce qu'on n'aura pas le temps de se former, le temps de se former au carbone, le temps de se former aux nouveaux matériaux dont on parlait tout à l'heure, le bois, la paille, etc. On sera en 2050. Donc, il y a de l'urgence. C'est bien noté. Madame Salvazet, vous souhaitez dire un mot ou partager un calendrier? Au fait que le plan de relance doit être numérique. Alors, je vais peut-être dire des choses un peu plus éloignées du terrain, mais effectivement, il me semble que pour arriver à des outils utiles pour faciliter le travail à la fois des professionnels et puis des opérateurs, on a besoin de partager nos données, on a besoin de partager nos expertises. Et du coup, la force des partenariats est vraiment importante pour arriver à créer des applications utiles pour aller tous dans le même sens. Merci beaucoup, merci à tous. C'était à la fois clair et concret et porteur d'espoir. Voilà, et je rends le micro aux organisateurs GreenTech. On ne vous entend pas, je pense. Voilà. Toujours pas. Est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà. Excusez-moi, j'ai eu un tout petit problème de connexion et donc mon écran c'est mieux maintenant, oui. figé l'espace d'un instant. Je ne savais pas si la table ronde avait été conclue, mais voilà, je voudrais remercier Monsieur Huette, Monsieur Masson, Monsieur Cuny, Monsieur Sadorge et Madame Salvazet pour cette table ronde extrêmement intéressante. J'ai vu dans le chat ça a suscité de nombreuses questions dont on prendra note. On aurait pu y consacrer, je pense, 1h30, voire 2 heures, quand je vois l'intérêt que ça a suscité parmi les participants. Donc, un grand merci à tous. Votre table ronde concluait la première journée de ce meet-up annuel de la GreenTech. Donc, je vous donne rendez-vous à tous demain à partir de 9h30. Pour une seconde journée du programme de la Meetup ou du Meetup où notamment on parlera de collectivités territoriales, d'incubateurs, de réseaux d'incubateurs, de la place de l'État dans l'innovation à travers l'achat public, mais aussi la création de communs numériques. Et nous aurons également l'occasion de recevoir comme grand témoin Thibaut Hugues de la Rose de Back Market. Et si vous êtes intéressé par l'IA ou avoir des informations sur les dispositifs d'aide mis en place, notamment à la crise, connectez-vous également demain. Et bien écoutez, bonne soirée à tous et bon rendez-vous. Il est continue encore jusqu'à 18h. Merci à tous. Au revoir.